Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette deuxième session donc, de quiz à la en direct de la Cité des Sciences dans le cadre de la Fête de la Science 2020. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan Lafont, je suis le créateur et l'auteur de la chaîne YouTube Paléogie, chaîne qui parle donc principalement de paléontologie. C'est une chaîne agrégée par l'association Café des Sciences et c'est une chaîne également membre d'une autre association, la Paléosphère, qui donc promue les contenus de vulgarisation francophone autour de la paléontologie. Donc, vous l'avez compris, durant cette session, on va encore parler de paléontologie et plus précisément, on va parler des idées reçues, enfin de quelques idées reçues autour de cette science. Et donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, je précise aussi que normalement, vous avez un chat où vous pouvez interagir et normalement, on pourra me faire parvenir les questions. Donc, n'hésitez pas si jamais vraiment, vous avez une question à la poser et je me ferai une joie de vous d'y répondre. Alors, commençons par la première idée reçue. Donc, vrai ou faux, la paléontologie est la science qui étudie les civilisations anciennes. Alors, donc, pour répondre, on va définir un peu qu'est-ce que c'est que la paléontologie. Donc, la paléontologie, comme toute science, elle a un objet d'étude. Et dans le cadre de la paléontologie, cet objet d'étude, ce sont les fossiles. Les fossiles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des traces passées d'organismes. Par trace, ça peut être un squelette, mais ça peut être également des végétaux, etc., etc. Donc, c'est une trace d'un organisme, et cette trace, on la retrouve dans les sédiments. Dans les sédiments, donc voilà, on a ces deux aspects, organismes qu'on retrouve dans des sédiments, et ces deux éléments dépendent de deux autres disciplines scientifiques, à savoir la biologie et la géologie. Et donc, si on devait un peu résumer ce qu'est la paléontologie, eh ben, c'est une discipline qui est un peu à la frontière entre la biologie et la géologie. Et donc, un paléontologue doit avoir aussi bien des connaissances en biologie, savoir reconnaître des organismes, savoir les décrire, connaître leur mode de vie, mais aussi des connaissances en géologie. Et donc en géologie, il va savoir comment, sur le terrain, comment interpréter des sédiments, comment savoir quel sédiment est plus âgé que d'autres, etc., etc. Donc voilà, le métier de paléontologue, c'est vraiment à la frontière entre ces deux disciplines. Maintenant, le métier de paléontologue est souvent confondu avec une autre discipline qui s'intéresse au passé, l'archéologie. Alors, pour répondre tout de suite, l'archéologie et la paléontologie, ce ne sont pas du tout les mêmes disciplines. Déjà, comme représenté ici, si vous voulez, dans la pop culture, par exemple, voilà, Indiana Jones est un archéologue, mais ce n'est pas un paléontologue, et Alan Grant est un paléontologue, mais ce n'est pas un archéologue. Donc là, bon, ça vous aide peut-être pas à comprendre quelle est la différence précise entre les deux disciplines. Donc, pour essayer de comprendre quelle est la différence, on va s'intéresser justement à l'objet d'étude de ces deux disciplines. Comme dit précédemment, la paléontologie s'intéresse aux fossiles. Eh bien, l'archéologie, elle va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle des vestiges. Alors, quelle est la différence? Eh bien, les vestiges, ça peut être, comme représenté ici, des statues, des œuvres d'art créées par les humains dans le passé. Donc en gros, l'archéologie va plutôt s'intéresser à tout ce qui est représentation, tout ce qui représente la civilisation humaine. Ça peut être aussi bien la culture. Donc dans la culture, on peut retrouver les constructions des maisons, les modes de vie, les œuvres d'art, etc., etc. Alors que la paléontologie, elle va vraiment s'intéresser à l'évolution, par exemple, des organismes. Elle va s'intéresser à tous les êtres vivants hors dehors des êtres humains. Et aussi, donc, comme vous pouvez le voir écrit ici, il y a donc des différences entre l'archéologie et la paléontologie. L'archéologie s'intéresse aux civilisations humaines, la paléontologie plus aux organismes en général. Mais il y a quand même des points communs entre ces différentes disciplines. Les deux vont fouiller dans les sédiments, les deux ont besoin de dater leurs éléments. Donc on peut retrouver des méthodes communes. Et sur certains terrains, les paléontologues et les archéologues peuvent coopérer, parce que ce sont des disciplines parfaitement complémentaires. Et enfin, pour vous donner une autre différence entre l'archéologie et la paléontologie, on peut parler aussi en termes d'échelle temporelle. Comme je vous l'ai dit, la paléontologie s'intéresse à l'évolution en général des organismes, et donc elle va en gros s'intéresser jusqu'aux plus vieux organismes connus actuellement. Et actuellement, ils sont datés à peu près 3,5 milliards d'années. Donc vous voyez, ça remonte à très loin. Alors que l'archéologie, comme elle s'intéresse par exemple aux outils, elles sont
son échelle de temps où elle va travailler, elle va commencer à partir du moment où on connaît les premiers outils. Et actuellement, les plus vieux outils en pierre connus datent d'il y a 3,3 millions d'années. Donc vous voyez, paléontologie, on va jusqu'à 3,5 milliards d'années. Archéologie, on se limite à 3,3 millions d'années. Donc voilà, ça peut être aussi ça une autre différence entre ces deux disciplines. Donc maintenant, on va passer à l'idée reçue numéro 2. Donc, vrai ou faux, ces organismes représentés ici sont des dinosaures. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reconnu qui sont ces animaux, donc tout en bas, vous avez ce qu'on appelle le dimétrodon. Au-dessus, vous avez ce qu'on appelle un plésiosaure. Donc, c'est un animal, un reptile marin qui est potentiellement, c'est celui à laquelle appartiendrait la potentielle Nessie, pour ceux qui la connaissent. Et encore dessus, vous avez donc ce qu'on appelle un reptile volant. Donc voilà, est-ce que ces animaux sont des dinosaures? Eh bien, pour répondre sans attendre, non, aucun n'est un dinosaure. Alors maintenant, pour vous expliquer pourquoi, il va falloir peut-être que j'explique qu'est-ce que c'est justement un dinosaure. Alors, un dinosaure, c'est un terme qui, en grec ancien, signifie terrible lézard. Donc en gros, avec cette définition, on aurait un peu tendance à y mettre tous les gros lézards du passé. Sauf que cette définition n'est pas du tout la véritable définition des dinosaures. Un dinosaure, c'est un animal qui a des caractéristiques bien particulières. La plus connue ou la plus emblématique pour les dinosaures se situe au niveau de l'articulation du bassin. Et au niveau de cette articulation, la structure est organisée de telle sorte que les pattes des dinosaures sont bien droites sous leur corps, contrairement à d'autres reptiles où les pattes seront un peu de cette façon. Donc les dinosaures, eux, ont des pattes bien droites sous leur corps et c'est vraiment ça qui définit, on va dire, le caractère de dinosaure. Maintenant, on a vu, il y a d'autres reptiles qui existent et on va essayer de voir maintenant pourquoi ceux-là ne sont pas des dinosaures. Alors, on va commencer donc, on va placer les différents animaux donc, sur cette figure qui représente en fait ce qu'on appelle un arbre de parenté. En gros, c'est une figure qui vous montre quels sont les animaux les plus proches des autres. Vous avez ici, en gros, ce qui est représenté, c'est un peu l'arbre de parenté des reptiles. Donc, on va le lire de bas en haut. Donc, tout en bas, vous voyez, vous avez le dimétrodon qui est placé sur une autre branche. Et vous avez deux figures qui vous représentent des crânes. Alors ces crânes, ils sont là pour vous montrer que déjà chez les reptiles, on a une organisation du crâne qui permet de différencier deux grands groupes. Vous avez d'un côté, du côté du dimétrodon, vous voyez, vous avez un crâne représenté avec déjà les ouvertures des narines et des orbites. Et à l'arrière de l'orbite, vous avez une ouverture supplémentaire, ce qu'on appelle une fosse temporale. Et donc vous voyez que chez le dimétrodon, il n'y en a qu'une. De l'autre côté, vous voyez que vous avez un schéma avec un crâne avec cette fois deux fosses temporales. Et ça appartient à un autre groupe de reptiles où on trouve les lézards, les crocodiles et les dinosaures. Donc en fait, chez ces animaux-là, chez les reptiles, les lézards, les crocodiles et les dinosaures, vous trouvez deux fosses temporales à l'arrière du crâne. Alors que chez le dimétrodon, vous n'en trouvez qu'une seule. Donc ça, c'est déjà ce qui permet de distinguer le dimétrodon des autres reptiles. Et en fait, le dimétrodon, il faut aussi savoir que c'est un reptile qui a vécu à une période qu'on appelle le Permien, et cette période, elle était avant les premiers dinosaures. Donc en fait, vous voyez, il a même pas vécu à la même période que ces derniers. Et aussi, ce qui est intéressant avec le dimétrodon, c'est que c'est un reptile qu'on qualifiait avant de mammalien. Je dis le terme entre guillemets parce que c'est plus vraiment un terme qui est utilisé actuellement. Et mammalien, ça vient de mammifère, parce qu'en fait, ces reptiles, ce sont les reptiles qui ont ensuite, par la suite, donné les mammifères. Et en fait, donc nous sommes, on va dire entre gros guillemets, des cousins, des cousins très éloignés du dimétrodon. Et comme lui, nous présentons au niveau du crâne la même organisation, à savoir que nous avons une seule fosse temporale. Et là, vous vous demandez peut-être où se trouve cette fosse temporale chez nous. Eh bien, il y a un moyen très simple de s'en apercevoir. Si vous mettez votre doigt à ce niveau-là, vous devez sentir normalement un os. Et bien maintenant, si vous mettez les doigts au niveau de votre tempe et que vous serrez les dents, normalement, vous allez sentir un muscle se contracter. Et bien en fait, ce muscle, il part d'en bas de votre mandibule et il passe donc au niveau d'une ouverture dans votre crâne. Et cette ouverture, ça correspond à la fameuse fosse temporale. Donc voilà, vous voyez bien que nous avons le même caractère hérité donc des reptiles, entre guillemets, mammaliens.
Donc maintenant, continuons notre lecture de cette figure. Donc si on monte un peu plus du côté des reptiles qui ont deux fosses temporales, vous avez une branche qui part d'un côté avec les lézards. Et vous voyez qu'à côté du lézard, on a placé les plésiosaures, ou les reptiles marins, d'une façon plus générale. Parce que oui, les reptiles marins, en fait, ils ne sont pas du tout plus proches des dinosaures, ils sont plus proches des lézards et des serpents actuels. Alors, dit comme ça, c'est très simplifié. La réalité est un petit peu plus complexe, mais pour ici, on va résumer au plus simple. Les plésiosaures et les reptiles marins en général sont plus proches des lézards et des serpents. Ensuite, si on continue la lecture, donc vous avez la branche qui appartient aux crocodiles, et de l'autre côté, vous avez la branche qui va vers les dinosaures. Et vous voyez que vous avez une branche qui part et qui mène aux reptiles volants. Et donc les reptiles volants, vous voyez, ils ne sont pas placés au même endroit que les dinosaures. Donc les reptiles volants non plus ne sont pas des dinosaures. Ils sont très proches d'eux par contre, ce sont des cousins vraiment très proches. Ils présentent notamment au niveau de l'articulation de la cheville une structure vraiment très proche des dinosaures. Mais par contre, au niveau de l'articulation du bassin, comme je vous ai présenté, qui permet aux dinosaures d'avoir des pattes bien droites sous leur corps, eh ben, ils n'ont pas du tout cette structure, donc ce ne sont pas des dinosaures. Et donc voilà, donc maintenant j'espère que vous arriverez à faire la distinction entre ce que c'est un vrai dinosaure et les autres grands reptiles du passé. Donc on va pouvoir passer à l'idée reçue numéro 3. Donc, vrai ou faux, est-ce qu'il est possible de recréer des dinosaures? Alors ça vient bien sûr d'un film célèbre sorti dans les années 90, donc Jurassic Park. Et donc, pour casser tout de suite le suspense, eh ben non, il n'est pas possible de recréer actuellement des dinosaures, tels en tout cas présentés dans le film Jurassic Park. Parce que c'est un scénario hollywoodien qui quand même repose sur quelques bases vraies. Notamment le fait qu'on ait bien retrouvé dans de l'ambre, c'est-à-dire de la résine fossilisée, des restes d'insectes parfaitement préservés, et notamment des restes de moustiques. Et par contre, il est complètement impossible, comme présenté dans le film, de pouvoir extraire le moindre bout d'ADN de ces restes. Pourquoi? Parce que l'ADN, donc c'est cette molécule en hélice qui vous est présentée ici, c'est une molécule qui est donc le support de ce qu'on appelle l'information génétique. En gros, c'est un manuel qui porte l'information de la couleur de vos cheveux, de vos yeux, de votre peau, etc., etc. En gros, avec l'ADN, on peut réussir à recréer un organisme. Le problème, c'est que cette molécule, elle est extrêmement fragile, et à la mort de l'animal, on estime qu'au bout de 1,5 million d'années, il ne reste plus rien d'une molécule d'ADN. Et donc, sachant que les dinosaures popularisés par Jurassic Park se sont éteints il y a 66 millions d'années, vous comprenez bien qu'il n'existe plus du tout le moindre bout d'ADN à l'heure actuelle dans leurs fossiles pour qu'ils soient exploités par des généticiens du XXIe siècle. Donc, et en plus, pour ajouter une couche, si jamais le moustique qui se nourrit de sang, lui, quand il va se nourrir de sang, il va le digérer quasiment tout de suite. Donc en gros, l'ADN dans son estomac va être détruite. Donc c'est vraiment pas possible que l'on puisse extraire de l'ADN de dinosaure dans l'estomac d'un moustique. Donc voilà. Mais donc maintenant on va se poser une question. Si on parle de recréer les dinosaures, mais est-ce que les dinosaures ont vraiment disparu? Alors, pour répondre à cette question, il suffirait juste que je vous montre un dinosaure à l'heure actuelle. Alors en général, quand je pose la question de savoir quel animal qui vit aujourd'hui pourrait être un dinosaure, certains me répondent les crocodiles, d'autres les reptiles, genre des lézards, les varans du Komodo. Mais sauf que comme on l'a vu précédemment, ces animaux n'ont pas du tout la même articulation et les mêmes caractères que les dinosaures. Donc, ils n'ont pas les pattes bien droites. Donc, tous ces animaux, crocodiles, lézards, varans du Komodo, ce ne sont pas des dinosaures. Non, un animal actuel qui est un dinosaure, vous en voyez sûrement tous les jours, surtout quand vous levez la tête au ciel, ce sont tout simplement les oiseaux. Donc les oiseaux actuels sont des dinosaures. Alors comment on en est sûr? Eh bien déjà, on a retrouvé ce fossile, donc, qui est un fossile d'Archaeopteryx, donc c'est un dinosaure qui vivait au Jurassique. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ici une représentation donc, de son fossile et à côté une reconstitution de cet animal. Il présente certaines caractéristiques que l'on retrouve chez les oiseaux modernes, par exemple des plumes, des pattes avant transformées en ailes, etc., etc.
mais par contre, il présente aussi quelques caractéristiques, on va dire, typiques de dinosaures. Par exemple, il a des dents au niveau de la mâchoire, alors que les oiseaux actuels n'en ont plus, et il présente aussi également une longue queue. Donc voilà, c'est un peu un oiseau. Il a commencé à adopter une morphologie d'oiseau, mais pas tout à fait. Donc cet animal permet de voir la relation de parenté entre les dinosaures et les oiseaux. Mais également, si l'on compare le squelette d'un tyrannosaure avec le squelette d'un oiseau, eh bien en fait, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de points en commun entre ces deux animaux que de différences. Donc en fait, ça nous prouve bien qu'ils ont un très fort lien de parenté et que donc les oiseaux sont bel et bien des dinosaures. Et donc là, comme représenté ici, alors, en fait là pour la blague, j'ai mis que le tyrannosaure dit que je suis ton père à l'oiseau, mais il faut savoir, certains des fois ont un peu cette idée reçue là, que les oiseaux actuels ne sont pas par exemple les descendants du tyrannosaure. On ne peut pas établir de lien de parenté aussi proche entre ces deux groupes. Le tyrannosaure est un représentant, on va dire, passé des dinosaures. Les oiseaux sont des représentants actuels. Mais il n'y a pas de lien de parenté, on va dire, ancêtre-descendant. Donc voilà, c'était déjà pour cette idée reçue-là. Donc maintenant, pour l'idée reçue suivante, est-ce que les humains ont côtoyé les dinosaures? Alors il faut savoir que, là, je vous ai déjà dit que les oiseaux actuels sont des dinosaures, donc techniquement, on côtoie toujours des dinosaures. Dans cette question-là, ce qui est impliqué, c'est plutôt que est-ce que les humains ont côtoyé les dinosaures que vous connaissez un peu tous, type Tyrannosaurus rex, Velociraptor ou Diplodocus. Eh bien, cette question va pouvoir me permettre un peu de vous parler de ceci. Alors ceci, c'est l'échelle des temps géologiques représentée très simplement. Donc, ce qui est représenté ici, donc c'est en gros, c'est l'histoire de notre planète depuis son origine, donc la Terre est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années, et donc jusqu'à nos jours. Et vous voyez qu'elle est divisée en différentes périodes. Par exemple, à partir de 542 millions d'années, c'est le début de ce qu'on appelle la période du Cambrien, et en gros, ça correspond au début de l'ère où les paléontologues trouvent énormément de fossiles dans le registre fossile. Après, à partir de là, nous avons donc l'ère du primaire ou l'ère du paléozoïque qui commence et qui s'écoule jusqu'à 252 millions d'années. À partir de là, nous avons l'ère du secondaire ou du mésozoïque qui va jusqu'à 66 millions d'années. Et à partir de 66 millions d'années, nous sommes dans l'ère où nous sommes actuellement, c'est-à-dire l'ère tertiaire ou l'ère du Cénozoïque. Donc là, voilà, vous avez quelques dates clés de l'histoire de la Terre. Et pour vous aider un peu à vous représenter ça, parce que là, on parle en millions d'années, c'est peut-être très dur de se représenter qu'est-ce que ça correspond exactement comme date. Si on ramène toute l'histoire de la Terre à l'échelle d'une année, alors donc avec la Terre qui se forme donc le 1er janvier, eh bien l'ère du primaire du Paléozoïque commencerait le 18 novembre, l'ère du secondaire commencerait le 11 décembre et se terminerait le 26 décembre. Et donc du 26 décembre jusqu'au 31 décembre à minuit, vous avez les derniers 66 millions d'années. Donc là, voilà, c'est pour vous montrer un peu quelles sont les proportions de ces différentes périodes à l'échelle de la Terre. Donc vous voyez quand même que les 66 derniers millions d'années correspondent à peine aux 5 derniers jours de l'année. Donc c'est vraiment très petit à l'échelle des temps géologiques. Maintenant, sur cette échelle, on va placer où se trouvent les dinosaures. Donc les dinosaures, on va dire typiques comme le tyrannosaure ou le diplodocus. Eh bien, ces animaux-là ont vécu durant l'ère du secondaire. On estime qu'ils sont apparus aux alentours de 240 millions d'années. Et donc, leur règne s'est terminé il y a 66 millions d'années. Et donc après, il y a quelques-uns qui ont survécu, comme les oiseaux. Maintenant, où se placent donc les plus vieux représentants des humains sur cette échelle? Eh bien, actuellement, le plus vieux représentant de notre rameau, de la lignée humaine connue, est daté de 7 millions d'années. Il correspond à une espèce qui a été trouvée au Tchad, qu'on appelle, son nom scientifique correspond à Sahelanthropus tchadensis, mais vous devez mieux le connaître sous le nom de Toumaï. Donc, comme vous voyez, ce vieil ancêtre à nous est apparu il y a 7 millions d'années. Donc, vous voyez, il y a plusieurs dizaines de millions d'années entre notre plus vieux représentant et les dinosaures. Donc, on n'a pas pu côtoyer ces animaux. Et aussi, pour vous donner une idée de quelle période ça correspond, vous voyez, si jamais on ramène l'histoire de la Terre
sur une année. Et donc, les 7 millions d'années, ça correspondrait au 31 décembre à 10h30 du matin. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer aussi que toute l'histoire de l'humanité, depuis nos plus vieux ancêtres jusqu'à aujourd'hui, sont vraiment une infime partie de l'histoire de la Terre. Et, ça, c'est pour vous montrer que voilà, nous sommes vraiment, on va dire, pas ridicules, mais très petits, très insignifiants au niveau de l'histoire de la Terre. Et si certains se posent la question, si on prenait notre espèce à nous, donc Homo sapiens, nos plus vieux représentants actuels sont datés à 300 000 ans. Et donc 300 000 ans, à l'échelle des temps géologiques, ça correspondrait au 31 décembre à 23h25, donc c'est-à-dire 35 minutes avant le Nouvel An. Donc c'est-à-dire que toute notre histoire, depuis les premiers Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, c'est 35 minutes d'une année. Donc vous voyez, c'est vraiment très petit, c'est qu'une infime partie de l'histoire de la Terre. Et donc voilà, je vous ai fait c'est la fin de cette petite sélection d'idées reçues sur la paléontologie. Mais si jamais vous avez envie un peu de tester encore plus vos connaissances, eh bien actuellement avec le laboratoire Palévoprime, donc vous voyez le logo, c'est affiché en bas, nous travaillons sur une série de vidéos qui va vous exposer d'autres idées reçues sur la paléontologie. Et vu qu'il me reste un petit peu de temps, je peux vous en montrer encore quelques exemples pour la suite. Donc par exemple, en commençant par celle-ci. Donc vrai ou faux, les animaux que vous avez représentés ici sont des fossiles vivants. Alors fossiles vivants, peut-être certains ne connaissent pas du tout ce terme. Ce qu'on appelle un fossile vivant, enfin ce que le grand public se figure comme un fossile vivant, c'est un animal dont la morphologie ressemble beaucoup à des représentants fossiles. Un exemple très souvent repris, c'est par exemple le poisson que vous avez représenté au milieu, c'est ce qu'on appelle le sélacanthe. Et le sélacanthe, il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, on le connaissait qu'à l'état de fossile. On connaissait beaucoup de fossiles de cet animal. Et en 1938, on a repéré dans l'océan Indien un représentant vivant de ce groupe de poissons. Et donc voilà, c'est de là que viendrait un peu, enfin c'est voilà ce qu'on appelle un peu un fossile vivant. On peut aussi citer l'exemple, par exemple, de la limule que vous avez représentée sur le coin en bas. Donc la limule, pareil, c'est un animal que l'on connaît actuellement, mais on connaît aussi des représentants en fossiles. Et pareil pour le crocodile, c'est un animal un groupe d'animaux qui vivent encore aujourd'hui, mais on connaît des représentants fossiles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fossiles vivants, ça n'existe tout simplement pas. Parce qu'en fait, l'image que véhicule cette expression de fossile vivant, c'est que l'évolution se serait figée. Et que donc, depuis des millions d'années, ces animaux n'auraient pas évolué. Or, c'est complètement faux. Ces animaux ont toujours évolué. Parce qu'en fait, les espèces que vous voyez actuellement, donc de sélacanthe, de crocodile ou de limule, ce ne sont pas du tout les mêmes espèces qui vivaient dans le passé. En général, ils appartiennent bien au même ordre ou au même groupe d'animaux, mais ce ne sont pas les mêmes espèces, parce qu'elles ont continué à évoluer. Après, il faut savoir que l'évolution, en fonction des groupes, n'a pas du tout la même vitesse en fonction des groupes. Certains groupes vont garder une morphologie assez similaire pendant des millions d'années, mais il faut savoir qu'on a bien la preuve qu'il y a des différences qui apparaissent entre les espèces du passé et les espèces actuelles, et donc ces espèces continuent bien d'évoluer, et donc ce ne sont pas des fossiles vivants. Et si je peux revenir sur une remarque qu'on m'avait fait hier quand j'ai parlé des fossiles vivants, certains ont parlé justement de taxons, ce qu'on appelle des taxons Lazare. Alors les taxons Lazare, oui, ce sont des groupes d'animaux qui existent, ce sont des groupes d'animaux du passé qui en général, quand on étudie leur registre fossile, on les connaît à une certaine période dans le registre fossile, et après un moment, il y a un trou dans la séquence. On les retrouve plus dans le registre fossile, et on les voit après apparaître plus tard. Et donc c'est ça un taxon, ce qu'on appelle une espèce Lazare, c'est une espèce dont le registre fossile est incomplet. Mais par contre, contrairement à ce qu'on se faisait d'une espèce, ce qu'on appelait un fossile vivant, ça peut dans quelques cas être justement qualifié d'une espèce Lazare, mais comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelait un fossile vivant, des fois, l'approximation venait du fait qu'on croyait que c'était les mêmes espèces. Or, ce ne sont pas du tout les mêmes espèces. Alors que quand on parle d'une espèce Lazare, là par contre, on parle bien de la même espèce. Et là, sa disparition, enfin son apparente disparition dans le registre fossile, peut être due des fois à des mauvaises conditions de fossilisation qui fait qu'à ce niveau-là, on n'a pas de
de fossiles de ces animaux. Mais en tout cas, fossile vivant, c'est pas égal à espèce Lazare. Espèce Lazare, ça peut être un cas de ce qu'on appelle un fossile vivant, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc ensuite, pour continuer un peu vite fait, pour vous parler de quelques autres idées reçues sur la paléontologie, je peux vous parler de celle-ci. Donc vrai ou faux, est-ce que le carbone 14 permet de dater tous les fossiles? Alors, pour vous présenter ceux qui ne savent pas ce que c'est le carbone 14, c'est ce qu'on appelle un isotope, donc une version du carbone, mais qui est radioactive. Radioactif, ça veut dire que cet élément est instable et il va se désintégrer spontanément en un autre élément plus stable. Et donc, cet élément, grâce au carbone 14, en fait, il faut savoir qu'à la mort de l'animal, vous avez une certaine quantité de carbone 14 dans l'animal, et à sa mort, à partir de sa mort, cette proportion de carbone 14 va diminuer petit à petit. Et donc, en gros, quand on trouvera le fossile, en fonction de la proportion de carbone 14 que vous aurez à l'intérieur, on pourra lui donner une datation. Et donc, c'est comme ça que marche à peu près cette méthode de datation. Le problème, c'est qu'on estime qu'au bout de 35 000 ans, eh bien, il n'y a plus suffisamment de carbone 14 dans le fossile pour pouvoir dater précisément ce fossile. Donc, en fait, au bout de 35 000 ans, la méthode du carbone 14 n'est plus du tout utilisable. Et comme je vous ai montré avec l'échelle des temps géologiques, certains fossiles remontent quand même à plusieurs millions d'années en arrière. Donc, cette méthode de carbone 14 ne peut pas du tout être utilisée en paléontologie. En paléontologie, on va utiliser d'autres éléments qui se désintègrent plus lentement. Hier, certains dans les commentaires ont mentionné justement le groupe potassium-argon. Et oui, c'est une méthode qui est utilisée pour dater par exemple les fossiles de dinosaures. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au carbone 14, le carbone 14, on va pouvoir dater directement le fossile, parce que le carbone, c'est un élément qui est présent dans la matière organique. Le potassium-argon, ça va pas être daté dans les fossiles, mais ça va être daté dans des roches qu'on va trouver à côté des fossiles. Donc, on ne va pas dater directement les ossements, on va dater le sédiment qui entoure les fossiles de dinosaures. Donc, ensuite, pour parler d'une autre idée reçue, vrai ou faux, les mammouths sont les ancêtres des éléphants. Alors ça, c'est une représentation qu'on peut des fois souvent entendre, parce que le mammouth, on sait que c'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui, alors que les éléphants vivent aujourd'hui. Et ce sont des animaux qui appartiennent à la même famille, donc on aurait l'impression qu'il y aurait un lien de parenté direct. Sauf que ces animaux appartiennent bien à la même famille, sauf qu'en fait, ils sont quasiment apparus en même temps. Et donc, s'ils ont vécu en même temps, eh ben, l'un ne peut pas être l'ancêtre de l'autre. En fait, le mammouth et l'éléphant sont apparus en même temps, sauf que le mammouth, lui, après, est allé vivre dans des endroits plus froids, et c'est là qu'il a adopté sa fameuse son gros pelage qui le distingue un peu, entre autres, des éléphants. Et sauf que quand il y a 10 000 ans, la Terre a commencé, on est sorti de la dernière période glaciaire, le mammouth n'a pas su s'adapter au changement climatique et il a fini malheureusement par disparaître. Et il ne nous reste actuellement que ses deux cousins actuels, l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. Et donc voilà, le mammouth n'est pas l'ancêtre de l'éléphant, c'est un cousin. Et enfin, peut-être pour conclure, une dernière idée reçue très répandue, vrai ou faux, l'homme descend du singe. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend, qui est vraiment rentrée dans le langage courant, on entend souvent ça, et elle remonte à très loin, elle remonte justement à la période de Charles Darwin, donc au 19e siècle. Donc, est-ce que c'est vrai? Eh bien, pas du tout. Alors, comment pour vous expliquer ça? En fait, on ne peut pas descendre, on a fait souvent l'image, vous avez souvent cette image, quand on dit l'homme descend du singe, de cette image avec le chimpanzé ici, et petit à petit, on va vers les humains, donc avec ce singe qui se redresse petit à petit sur ses jambes. Et donc, en général, quand on dit l'homme descend du singe, c'est un peu cette image-là que vous vous faites. Or, cette image, elle est complètement fausse. L'homme ne descend pas du singe. Les humains, on n'a aucune raison scientifique de ne pas considérer que ce sont des animaux comme les autres. Et donc les humains, on appartient à un groupe de mammifères qu'on appelle les primates. Et parmi les primates, nous appartenons à une famille qu'on appelle les grands singes. Parmi les grands singes, on trouve les gibbons, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés, et donc les humains. Et je pense que certains le savent, les chimpanzés sont actuellement les animaux les plus proches de nous dans le règne animal. On partage plus de 98% d'ADN en commun. Donc voilà, c'est un peu comme l'histoire du mammouth et de l'éléphant. On ne peut pas descendre du singe parce que nous sommes nous-mêmes des singes. Et en fait, quand on dit ça, c'est que nous partageons avec notamment les chimpanzés un ancêtre commun qui serait daté à peu près autour de 10 millions d'années.
C'est-à-dire, à partir de 10 millions d'années, en fait, vous avez cet ancêtre commun, et à partir de 10 millions d'années, vous avez le rameau des chimpanzés qui part d'un côté, et le rameau des humains qui va évoluer de son côté. Et donc, à partir de là, c'est sur cette branche, ce que j'ai appelé le rameau humain, que l'on trouve tous les fossiles que vous avez peut-être entendu parler, les australopithèques, Toumaï, que je vous ai parlé il y a quelques temps. Tous ces fossiles sont placés sur la branche, sur le rameau humain. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est tous ces fossiles qui permettent de documenter notre évolution. Et par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de l'autre côté, on n'a pas beaucoup de fossiles des chimpanzés. Alors, je vois qu'il y a une question. Ah non, pardon. Je croyais que c'est- j'avais pas vu, désolé. Donc voilà, donc, pour conclure, c'est que les humains ne descendent pas du singe. Nous sommes nous-mêmes des singes, nous partageons un ancêtre commun avec eux. Les paléontologues ont déjà trouvé beaucoup de fossiles pour documenter notre évolution à partir de l'ancêtre commun avec les chimpanzés. Par contre, de l'autre côté, il nous manque beaucoup de données au niveau de l'évolution des chimpanzés. On n'a pas vraiment beaucoup trouvé de fossiles de ce côté-là. Et donc ça, c'est une autre piste à poursuivre dans les années à venir. Et donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer ce quiz. J'espère que ça vous aura plu. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur mes réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à plus.